Madame la Ministre, Monsieur le Président de l'Observatoire de l'immatériel, cher Jérôme, Messieurs les représentants de la BPI, Mesdames et Messieurs, que vous soyez présents ici dans l'auditorium ou en ligne qui nous écoutez, tout d'abord bienvenue à l'INPI et dans la maison des innovateurs, comme on a tendance à nous appeler, parce que nous sommes un établissement qui est au cœur des préoccupations de la création de valeur, de la valorisation des actifs immatériels à travers l'innovation, à travers les titres de propriété industrielle. Et nous le faisons depuis plus de 70 ans, qui est la date d'anniversaire de cette année de notre établissement. C'est la raison pour laquelle je suis extrêmement heureux d'accueillir d'une part les Journées nationales des actifs immatériels, sachant que l'INPI est membre fondateur de cette institution et que je la connais bien pour personnellement y avoir concouru pendant des années, y compris dans mes fonctions précédentes. Et je suis encore plus heureux de vous accueillir, Madame la Ministre, dans un établissement qui est sous votre tutelle directe, qui s'est beaucoup transformé avec la loi Pacte, puisque nous avons considérablement élargi le champ de nos missions, que nous avons des fonctions nouvelles et que nous allons encore les élargir avec la création de ce guichet unique et du registre national des entreprises dont la mission nous a été confiée et qui est un immense challenge, mais qui nous relie encore plus à tous les actifs immatériels. Comme je sais que le temps est compté, je n'en dis pas plus. Encore une fois, bienvenue à vous tous. J'espère que cette journée sera extrêmement productive et Madame la Ministre, je vous cède la parole. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je veux d'abord remercier chaleureusement BPI France, qui est représenté ici par Pascal Lagarde et Philippe Mutrici, Jérôme Julia et l'Observatoire des actifs immatériels et surtout Rodolphe Durand et ses équipes et tous les acteurs qui se sont alliés autour de cette étude sur les actifs immatériels, la Caisse des dépôts, la Fabrique de l'industrie, Liber Aerospace. Dans mon parcours, la question des actifs immatériels, elle s'est présentée notamment lorsque j'étais dirigeante d'un groupe dans les loisirs, et c'est peut-être cette petite graine qui a été semée à ce moment-là qui explique l'intérêt qu'en tant que ministre de l'Industrie j'ai aujourd'hui pour ces actifs immatériels, parce qu'il semble que dans l'appréciation de la performance financière, ce soit un élément qui soit souvent sous-estimé, alors qu'on le voit, et en particulier en temps de crise, que ce sont ces actifs immatériels qui vont permettre à certaines entreprises dans un même secteur de beaucoup mieux passer les crises que d'autres, parce que ce sont ces actifs qui vont la confiance des clients, la solidarité des fournisseurs, l'investissement et l'engagement des équipes, amortir ces chocs et permettre au contraire de trouver de nouvelles voies, de trouver de nouvelles innovations, de s'imposer sur de nouveaux marchés. Et je crois que la période que nous avons traversée l'a bien montré sur des exemples topiques. La difficulté qu'on a, c'est qu'on n'avait pas les métriques sur ça. Et je pense que c'est le travail que vous avez fait au fond est essentiel. Il répond à deux objectifs. Dans un premier temps, avoir une mesure économique de ce que peut apporter le capital immatériel. C'est revenir au fameux principe, pardon de mon mauvais français, de facts and data, sur lequel on doit fonder toute politique publique et je pense aussi pas mal d'actions privées. Et évaluer l'existence d'une éventuelle corrélation entre investissement des entreprises industrielles dans leurs actifs immatériels et leur taux de croissance, leur performance, leur résilience. Alors, il y a la propriété intellectuelle, mais ça n'épuise pas le sujet, puisque ce qui est intéressant avec les actifs immatériels, c'est qu'on va chercher tout ce qui ne peut pas finalement être encodé dans la comptabilité financière naturelle, tout ce qui ne s'achète pas et qui pourtant sont de puissantes sources de performance de l'entreprise. La nouveauté introduite par le projet, c'est la largeur, la précision, la profondeur des analyses. Ce sont des analyses de panels longitudinal et d'appariement, en exploitant plusieurs bases de données de référence, BPI France, l'INSEE, et en croisant une solide revue de littérature pour effectuer des comparaisons dans le temps et entre catégories d'entreprises. Le deuxième objectif de cette étude, c'est évidemment de servir à l'action.
c'est très bien d'avoir compris comment ça marchait, c'est encore mieux d'utiliser ces leviers. C'est d'autant mieux que la France, sur le papier, a un taux d'investissement dans les actifs immatériels, logiciels, bases de données, etc., plus élevé qu'ailleurs, 5,7% versus moins de 2,3% pour les autres pays en 2016. Ça, c'est dans la partie qui est mesurée. Et je pense qu'il y a toute la partie qui n'est pas mesurée. Dans l'entreprise, dans un autre monde je dirigeais, on parlait des craftpots, c'est-à-dire de ces personnes qui n'étaient pas au plus haut niveau de l'entreprise, mais qui avaient un toucher de balle et une maîtrise dans leur métier essentiel au fonctionnement de l'entreprise, qui faisait que l'entreprise avait de bonnes performances. Alors, si je vous parle de qualité de damage des pistes de ski, ça peut vous paraître très loin du sujet, mais en réalité, c'était un élément essentiel de performance et qui ne figurait nulle part dans le compte de résultats de l'entreprise, ni dans le bilan, ni même dans le reporting extra-financier. Et donc, c'est aussi ça qu'il faut savoir rattraper, c'est ce réseau puissant qu'on trouve d'ailleurs souvent autour de start-up, autour d'écosystèmes forts qui peuvent se construire autour d'une université avec des entreprises, des grands groupes, des institutions de recherche publique, des institutions chargées d'être un peu gardiens du temple de la propriété intellectuelle et d'apporter du conseil. Et c'est ce que nous voulons développer pour rendre notre économie plus résiliente. Je ne vais pas faire perdre la saveur de la présentation de Rodolphe Durand, mais je voudrais m'arrêter quand même sur quelques enseignements, si vous le permettez, de l'étude. Le premier enseignement, c'est que, a fortiori, on confirme l'intuition qu'il y a un impact ou un lien de corrélation entre investissement immatériel et croissance du chiffre d'affaires, rentabilité financière, rentabilité des actifs. Le deuxième élément, c'est que cet investissement immatériel, manifestement, crée de l'emploi, avec une croissance du nombre d'employés qui est estimée à 2 à 5% par an. En période de ralentissement de la croissance de la productivité, ces résultats démontrent que l'investissement dans des activités d'innovation, de formation de main-d'œuvre, d'outils numériques pour moderniser l'appareil productif, de propriété intellectuelle sont des outils nécessaires pour soutenir la compétitivité des entreprises et de l'économie française en général. Si on rentre un peu plus dans la granularité, on voit que deux critères précisent les conditions optimales de l'investissement immatériel. Une entreprise doit investir un certain montant pour activer tous les bénéfices. Donc, il y a quand même une notion de taille. On ne peut pas juste saupoudrer de l'investissement immatériel pour prétendre en avoir un retour sur investissement. Et une entreprise qui investit en empruntant en tire de meilleurs bénéfices que si elle finance son immatériel sur ses fonds propres, et j'y reviendrai. Enfin, le rapport rappelle que les politiques publiques peuvent attirer ces investissements immatériels et en particulier les politiques publiques de soutien à l'innovation et à la recherche et développement. Et je vous épargne la liste de ces dispositifs, le crédit d'impôt recherche, les dispositifs ciblés qui accompagnent spécifiquement certaines technologies, puisque vous savez qu'entre le projet d'investissement d'avenir 4e génération que nous avons lancé depuis le début de l'année et le plan France 2030, qui est doté de 30 milliards d'euros de subventions, ce qui est un montant absolument gigantesque et inédit depuis les années 70 en termes d'investissement d'un État dans la recherche et développement, dans l'innovation et dans l'industrialisation. On a aujourd'hui des leviers qui sont mis à disposition des entreprises pour accélérer et renforcer notre densité d'actifs immatériels. Peut-être pour conclure, je voudrais souligner aussi tous les soutiens que nous portons et qui s'apprécient peut-être un peu moins bien, qui se trouvent dans la collaboration publique-privée au travers d'aide au transfert de technologies, d'accompagnement de start-up, mais avec des compétences en situation d'hypercroissance, de valorisation aussi. Lorsqu'on valorise la French Tech, quelque part, on crée un immatériel et une marque autour d'un certain nombre d'entreprises. Et puis, la propriété intellectuelle, c'est intéressant parce que je sors d'une discussion avec l'AEF qui considère que la propriété intellectuelle aujourd'hui doit être un levier de compétitivité qui n'est pas suffisamment utilisé en France et en Europe. Et je rejoins assez directement cette approche.
la propriété intellectuelle, c'est à la fois offensif et défensif, et il y a probablement une doctrine européenne beaucoup plus assertive à construire autour de ce type d'actifs. Vous le savez, nous menons une stratégie ambitieuse de renforcement du système français de la propriété intellectuelle depuis quelques années. Ça fait partie des sujets que nous avons mis sur notre feuille de route, en tranchant probablement avec quelques années d'une forme d'indifférence générale. Notre objectif avec la loi Pacte, c'est de rendre le système français de propriété intellectuelle plus flexible, de renforcer les titres français grâce à une sécurité juridique accrue et d'améliorer les règles de prescription des actions judiciaires. Avec ce rapport, nous voulions mesurer. C'est très bien, c'est fait. Il faut donc passer à l'étape d'après. L'étape d'après, c'est de faire savoir aux dirigeants d'entreprises industrielles que l'investissement immatériel est rentable, qu'il génère une croissance du chiffre d'affaires, qu'ils peuvent leur aider à passer des caps, et que pour les PME, le point d'inflexion se situe autour de 100 000 euros d'investissement par an et 1 million d'euros pour une ETI. À nous de diffuser cette connaissance que vous venez de construire pour encourager les entreprises à investir et à identifier ce point de bascule qui va créer le maximum de retombées positives. C'est évidemment une étude que je vais partager avec les fédérations et les réseaux, France Industrie, l'UIMM, le MEDEF, les chambres de commerce et d'industrie, les contrats stratégiques, enfin les comités stratégiques de filières de nos 19 filières stratégiques. BPI France, avec son prêt sans garantie destiné notamment au financement des actifs immatériels, saura aussi, je pense que Pascal Lagarde nous en parlera, toucher tout son réseau de PME et ETI industriels. Et puis, je compte sur les équipes de recherche et les partenaires impliqués pour relayer cette connaissance, l'approfondir, parce qu'il faut aller probablement encore plus loin. On est, à mon sens, sur la partie émergée de l'iceberg, et je pense qu'il faut travailler sur la partie immergée de cet iceberg. Le deuxième point sur lequel je voudrais revenir touche au mode de financement des investissements immatériels. C'est le résultat peut-être un peu inattendu de l'étude. C'est que les PME qui autofinancent trop ces investissements ont des retours économiques plus faibles que celles qui ont recours plus massivement au financement externe. Et donc, cela plaide pour encourager les entreprises à cofinancer les investissements immatériels afin de leur permettre de proposer des projets ambitieux. Je voudrais proposer ici, pour cette 10e journée des actifs immatériels, que l'on monte un groupe de travail qui allie financeurs privés et publics pour réfléchir à des moyens innovants et efficaces de cofinancer les actifs immatériels des entreprises industrielles. Et puis, je veux signaler qu'il y a un autre outil dont on peut peut-être s'emparer, qui est un outil qui a été également mis en place par ce gouvernement, par ma collègue Olivière Grégoire, qui est secrétaire d'État à l'économie sociale, solidaire et responsable, c'est-à-dire elle ne se limite pas au secteur de l'ESS, et c'est important, qui a piloté la création de la plateforme Impact sur la performance extra-financière, en concertation avec les entreprises, et qui publie des indicateurs environnementaux, sociaux et de gouvernance. C'est pas complètement relié avec le sujet des actifs immatériels, mais c'est intéressant parce que ça peut être un levier de communication, un levier de partage, un levier de construction de la donnée, et on voit à quel point on manque aujourd'hui encore de données sur ces sujets-là, et un levier d'entraînement pour développer une culture de l'actif immatériel qui ne se limite pas à la valeur de la marque ou à la valeur des brevets, mais qui va bien embrasser tous les champs des actifs immatériels et au fond entraîner nos dirigeants d'entreprise, ça pourrait être aussi un beau sujet d'accélérateur BPI, nos dirigeants d'entreprise à valoriser tout ce qui est le capital relationnel d'une entreprise. Parce que c'est de ça qu'il est question au fond, le capital relationnel, le capital de savoir-faire d'excellence, le capital de ce qui ne se mesure pas et pourtant le capital de ce qui fait la réussite très forte de certaines entreprises. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Vous pouvez compter sur mon enthousiasme pour continuer à accompagner cette approche. Je pense que c'est un véritable levier de compétitivité sur lequel on a beaucoup à gagner en très peu de temps, mais encore faut-il le faire connaître, encore faut-il le rendre visible, encore faut-il le rendre accessible à des dirigeants d'entreprises qui sont confrontés à une multitude de sujets et qui sont pris par l'urgence
des opérations quotidiennes. Et je crois que c'est ce travail que nous devons mener maintenant collectivement. Je compte sur vous parce que c'est vous qui êtes très clairement à la manœuvre. Merci beaucoup. Deux mots rapides pour commenter le pourquoi du comment côté BPI France de l'intérêt pour l'immatériel. Donc je peux, en fait, BPI France et l'immatériel, le financement de l'immatériel, c'est un peu un effet Jourdain, Monsieur Jourdain, quoi. Ça fait des années qu'on est impliqué très fortement. Alors évidemment côté recherche et développement, comme l'a dit la ministre, mais également avec un produit qui s'appelle les prêts sans garantie, qui sont des prêts avec 2 ans de différé, 5 ans de durée, 5 à 7 ans, enfin 7 ans de durée, 7 à 10 ans, pardon, et sans collatéral, donc qui financent absolument massivement l'immatériel, qui sont des outils en très fort développement. En 2019, on distribuait de l'ordre de 5 milliards et en 2020, on en a distribué 7 milliards, 6 milliards, pardon. C'était je dirais, la crise et ça a été utilisé massivement en période de crise, mais c'est vraiment des outils qui sont très importants. On a aussi des formations pour les entrepreneurs, notamment avec BPI France Université. Donc, une forte implication dans ce domaine, mais par contre, comme le disait Madame la Ministre, en fait, pas tellement d'indications, je dirais, autrement que pratiques sur l'impact et le réel intérêt pour les entreprises de cet immatériel. Donc évidemment, et c'est d'ailleurs tout l'objet de notre participation historique dans cet observatoire, nous pensions que c'était quelque chose d'assez important pour les entreprises, notamment en dehors de la R&D, puisque la R&D est déjà démontré, mais quand on voit des secteurs comme celui qu'on appelle, je dirais avec un bel anglicisme sur la BPI France, la French Touch, l'immatériel est très important dans la French Touch. Et donc voilà, tout cet intérêt et d'où aussi une intervention au dernier BIG sur le sujet et je dirais cette volonté que l'on a maintenant de capitaliser sur ce qui vient d'être fait pour essayer en fait de diffuser et de travailler à mieux à la fois soutenir financièrement, mais également soutenir non financièrement les entreprises et notamment les PME dans ce domaine. Voilà, donc bravo pour l'étude et merci à toute l'équipe d'avoir lancé cette opération. Bonjour à toutes et à tous. Encore une fois, un petit peu désolé de ces changements d'emploi du temps, mais ça en valait la peine. Merci Pascal pour ce soutien et cette prise de parole. Et puis je renouvellerai les remerciements auprès de Madame la Ministre en votre nom et au nom de l'Observatoire de l'immatériel. Un mot d'introduction de cette journée. Alors, quand j'ai pris ma voiture ce matin pour venir ici, j'ai écouté la radio et j'ai entendu les journalistes parler de la panthéonisation de Joséphine Baker. Vous voyez, je change un petit peu de registre. Et cet événement qui a lieu cet après-midi m'a fait sourire. Pourquoi ? Quelle ironie de l'histoire, quelle revanche, d'une certaine manière, de l'histoire qu'une vedette de music-hall et icône des années folles devienne une grande résistante au service de la France libre et que sa dépouille soit maintenant invitée à rejoindre notre temple républicain de la montagne Sainte-Geneviève. Et d'une certaine manière, me retrouvant une nouvelle fois sur scène ce matin, je dois vous avouer que j'ai parfois le sentiment également de danser le Charleston et dans un décor de savane et au rythme des tambours. Nos journées nationales des actifs immatériels, dont la première a eu lieu le 3 juillet 2007 à l'Université Paris-La Sorbonne, sont un peu une danse sauvage dont on ne connaît pas encore la fin glorieuse, la suite glorieuse. Ce qu'on a entendu ce matin peut nous laisser optimistes. Formons le vœu que nos rapports, nos débats, nos contributions, telles les bananes à la ceinture de l'immense Joséphine Baker, présagent de grandes réalisations et la reconnaissance publique qu'ils méritent. Donc, mesdames et messieurs, bienvenue à cette 10e journée nationale des actifs immatériels. Je suis Jérôme Julia, président de l'Observatoire de l'immatériel et associé chez KA Partners. Je voudrais remercier, il n'est pas là,
Une nouvelle fois, Pascal Faure, il va arriver tout à l'heure, revenir tout à l'heure, et l'ensemble des équipes de l'INPI pour tous les efforts faits et pour leur accueil dans ces magnifiques locaux. Déjà l'an dernier, cette JNAI devait avoir lieu ici même, et puis c'est finalement déroulé à 100% en visio pour les raisons que l'on sait. Au-delà d'ouvrir cette journée, je vais jouer le rôle de maître de cérémonie et faciliter les transitions entre les différentes séquences qui sont nombreuses. On dira un mot du programme. Que d'avancées pour l'immatériel au cours de ces derniers mois et de l'année 2021. Rodolphe nous présentera son rapport. Je voudrais vous en faire part d'autres avancées. Victor Hugo a écrit « Rien n'est plus puissant qu'une idée dont le temps est venu ». Et il est peut-être venu le temps de passer à l'action, comme le disait Madame la Ministre. D'une certaine manière, nous sommes rentrés à petits pas, silencieusement, dans une ère de l'immatériel, et cette entrée est en passe d'être connue. Le capitalisme tel que nous le connaissons, si on remonte à la révolution industrielle, s'est construit en premier lieu sur la comptabilité et la finance. Il ne s'agit pas forcément de la déconstruire. Maintenant, ça se construit également sur la RSE. Et je dirais peut-être que la troisième dimension, celle de l'immatériel, est amenée à s'imposer progressivement comme le lien entre le financier et l'extra-financier. En quelque sorte, si je le permettais, c'est un peu la revanche de l'essentiel sur l'accessoire. Que d'avancées, disais-je. Je commencerai par les avancées de l'EFRAG et de la Commission européenne. Pour la première fois, comme vous le savez, le projet de directive européenne sur l'extra-financier, officialisé le 21 avril 2021, introduit dans les processus d'établissement des normes la dimension intangible. Le mot intangible y apparaît une vingtaine de fois. L'information sur les actifs immatériels est qualifiée de sous-déclarée, même si ces actifs représentent la majorité des investissements du secteur privé dans les économies avancées, capital humain, marque, propriété intellectuelle, actifs liés à la R&D, savoir-faire, etc. Je cite, « Il est donc nécessaire d'exiger des entreprises qu'elles divulguent des informations sur les actifs immatériels autres que les actifs incorporels reconnus dans le bilan, y compris le capital intellectuel, le capital humain, y compris le développement des compétences, le capital social et relationnel, comme le disait Madame la Ministre, y compris le capital de réputation. » Commission européenne, 2021 a été aussi marquée par de multiples publications et prises de position de nouveaux acteurs, comme nos confrères du McKinsey Global Institute, mais Rodolphe en dira un mot tout à l'heure. Dans ce contexte, l'Observatoire de l'immatériel se développe, lui-même créé en 2007, avec un nouveau conseil d'administration qui a été élu à l'Assemblée générale au mois de juin dernier, dont je suis très fier. Je ne résiste pas à la tentation de vous citer ce conseil. Carole Abbé, qui est ici même, Véronique Blum, qui sera avec nous tout à l'heure, Fabrice Bonifay, Caroline Delamarnière, Rodolphe Durand, Pascal Faure, Pascal Giette, Philippe Quinter, Patricia Lacoste, Marion Lanly, Fabrice Mouchel, Philippe Peusslet-Strade, Pierre Pelouzet, Agnès Rambaud-Paquin et Alain Respandy-Bernard. Nous avons une base solide d'une 50aine d'adhérents et énormément de projets, cap immatériel, on en avait déjà parlé plusieurs fois, des think tanks, des groupes de travail raison d'être qui seront à l'honneur lors de cette journée. Nous contribuons aussi activement au réseau Wiki, le réseau international pour l'immatériel, avec notamment mon camarade Jean-Philippe qui est là. N'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, à rejoindre le mouvement. Et avant de donner un petit peu l'ordre du jour et le planning, peut-être je voudrais partager rapidement avec vous 4 défis majeurs que je vois pour l'immatériel dans les mois, dans les années à venir, et qui contribuent au passage à l'action dont nous parlions tout à l'heure. Le premier défi, c'est savoir parler des immatériels, savoir les montrer, savoir les faire connaître, construire un récit, un storytelling, diraient les Anglais. Je pense la notion de récit qu'on avait déjà vue dans le cap immatériel, qui est aussi à l'honneur d'un certain nombre de publications, est essentielle. Si l'existence même des actifs immatériels est acquise, c'est la divulgation des immatériels qui pose question. Donc il convient d'éviter les descriptions trop plates, et la singularité d'une entreprise ne se résume pas à une liste d'indicateurs, même s'ils sont nécessaires. Donc il faut être capable d'une certaine manière d'appréhender la complexité, de modéliser l'unicité et l'incomparabilité des organisations. Le récit. Deuxième défi, donner envie. Donner envie d'immatériel et pas uniquement contraindre ou matérialiser à tout prix. La mise en place de l'extra-financier ne se décrète pas. Tout au plus, elle se favorise techniquement et administrativement. Et il faut réussir l'équilibre entre incitation, coercition. Et bien définir la norme, c'est aussi bien cantonner son rôle. Si je faisais un détour philosophique, je dirais que d'une certaine manière, l'immatériel est expérientiel. L'action dans l'immatériel précède la mesure de l'immatériel. L'immatériel au sens culture, savoir-faire, ambiance.
l'existence de l'immatériel précède, d'une certaine manière, son essence. Et en fait, l'accès authentique à l'immatériel se fait certes par la mesure, par la matérialisation de l'immatériel, il se fait tout simplement par le fait de vivre. Quand on parle du damage des pistes et de la qualité du damage d'une piste, je pense qu'on pourra le mettre en équation, en tout cas essayer. À un moment donné, c'est la personne qui le fait qui est capable de le sentir et de le transmettre. Fabrice Bonifay, s'il était là, nous parlerait du goût des fraises, comment parler du goût des fraises. Donc il y a un accès authentique et sincère à l'immatériel qui se fait par l'expérience et pas par la norme. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas de norme, mais il faut les deux. Et générer l'envie de l'immatériel, c'est faire le pas de côté qui fait sortir de la norme et du conforme. Donc attention, je dirais, au quoi qu'il en coûte matérialisateur, même si cette matérialisation est nécessaire. Défi numéro 3, c'est la transversalité. Il ne faut naturellement pas se limiter à la comptabilité, même si elle est essentielle. Il faut combiner les angles d'attaque dans une approche qui est pluridisciplinaire. Comme d'une certaine manière, la guerre est une chose trop importante pour la laisser aux mains des militaires, l'immatériel est une chose trop importante pour la laisser aux mains des comptables, aussi talentueux soient-ils, ou des gens du chiffre, aussi éminents soient-ils. Toutes les disciplines socio-économiques, toutes les fonctions dans l'entreprise doivent être convoquées. L'immatériel est aussi, comme vous le savez, une affaire de sens, une affaire d'engagement, de contenu donné aux choses et aux actes, de contenu donné aux organisations, et elle doit être prise comme telle de manière transversale. Quatrième défi, qui était évoqué à l'instant, le lien entre l'immatériel et la responsabilité. Les deux sont éminemment liés. Ce sont les deux faces de la même pièce. Activer l'immatériel est responsable, car il revient à reconnaître les véritables parties prenantes, les porteurs d'actifs, ou les craftpots, pour reprendre l'expression de la ministre. Il y a de fait recapitalisation des ressources de l'entreprise à partir du déroulement de son action et de l'exploitation de ses potentiels. Et simultanément, il y a libération de ressources insoupçonnées quand l'entreprise fait le bien, fait le bon, fait le beau. Donc l'immatériel ouvre le champ des possibles. Responsabilité immatérielle, c'est exactement le même combat. Récit, désir, pluridisciplinarité, responsabilité, 4 défis dont nous allons parler aujourd'hui. Nous allons en parler au travers de plusieurs tables rondes, certaines reprenant les travaux de l'Observatoire menés au cours de cette année, certains étant plus projectifs. Nous essaierons de terminer à 13h15 pour une pause déjeuner, reprendre à 14h15 pour la table ronde numéro 3 sur les avancées européennes. Et nous aurons 2 tables rondes sur les thèmes raison d'être et risque et réputation pour, vers 17h15, enchaîner avec la remise des trophées de l'immatériel et les 4 catégories, CAC 40, SBF 250, club de foot et trophée start-up pour finir normalement à 18h30. N'hésitez pas à participer, n'hésitez pas à donner vos points de vue, à poser des questions et nous avons besoin de vous pour faire rayonner ce beau sujet. Juste un mot pour souligner, comme ça a été dit, la profondeur, la qualité de ce rapport, hein, donc qui a été fait également avec Romain Bourlange qui est là. Je pense que quand nous avons lancé ces travaux avec Philippe Nutrici, avec Marie Petit-Cueno, nous avions beaucoup d'ambition, mais là je pense que nos ambitions étaient vraiment comblées, donc je vous invite à en prendre connaissance et à le faire rayonner et à communiquer tout à l'heure. Voilà. Rodolphe, je te laisse la place, donc je vous remercie, je vous souhaite une très bonne GNI. Bonjour à tous. Je vous remercie tous pour nous avoir permis, avec Romain Boulogne, effectivement, qui est venu d'Espagne, nous avoir permis de mener cette enquête et de la présenter. Donc merci évidemment à l'Observatoire de l'immatériel, à la BPI et au ministère pour accueillir cette étude. Je vais présenter en 4 étapes. Il faut tourner les slides, s'il vous plaît. Tout en commençant par, évidemment, l'importance des immatériels. Donc, cela a été dit. Slide suivante. Slide suivante. Slide suivante. Donc, voilà, les actifs immatériels concernent les composantes liées aux marques et à la propriété intellectuelle, bien sûr, à la source des innovations, aux technologies de l'information et à l'organisation, telles que le niveau de formation des employés, la culture, l'entreprise, les systèmes de gestion de reporting, le capital relationnel, etc. Donc, ce qu'on peut voir sur cette étude économique, c'est qu'en fait, dans la colonne qui est la plus à droite pour vous, et vous pouvez cliquer sur les slides, c'est qu'il y a, au cours des décennies passées,
que l'importance des intangibles ou des immatériels n'a fait que croître dans la production en fait de la valeur économique générée par les économies, que ce soit sous la forme des intangibles eux-mêmes. Vous voyez que ça passe non là c'est un peu trop vite, ça passe de 20% à peu près avant les années 70 à 34% dans la colonne du bas, et puis sur les équipements eux-mêmes qui en fait soutiennent l'immatériel, on passe de 2% à 6,6%. Donc on voit effectivement que la constitution du capital économique, de la croissance économique est soutenue par ces actifs intangibles. Donc la slide suivante. Et qu'elle finit par dépasser aujourd'hui, depuis maintenant une dizaine d'années, pour les 11 pays de l'Europe qui sont ici étudiés et les États-Unis, la part des actifs tangibles qui participent à la croissance économique. Par ailleurs, slide suivante, selon le rapport du McKinsey Global Institute qui a été évoqué tout à l'heure, on voit de façon très nette que sur les 25 dernières années, les entreprises qui investissent le plus dans ces actifs immatériels sont celles qui tirent toute la croissance. Donc non seulement la croissance au général est soutenue, mais ce sont évidemment les premiers investisseurs qui en bénéficient le plus. Et la ministre l'a dit, la France elle-même se distingue parmi cette concurrence par ses investissements immatériels en capital humain et relationnel, qui sont, selon ce rapport, parmi les plus élevés comparés aux autres pays européens et aux États-Unis. Ça a été dit 5,7 par rapport à une moyenne qui se tourne autour de 2,4. Donc nous, dans notre étude, ce que nous avons fait, c'est qu'on a regardé un petit peu le profil des entreprises qui investissent le plus qui investissent dans l'immatériel. Et donc, comme vous pouvez le voir, il ressort des données de l'enquête BPI que l'on a utilisée ou des données de l'INSEE qu'environ entre 25 et 30% des PME et petites ETI investissent chaque année dans l'immatériel, qui est là réduit à sa portion la plus mesurable, qui est l'investissement incorporel, et que pour les plus grosses d'entre elles, on passe plutôt à 33% ou 35% d'entreprises qui investissent. Mais notez que l'investissement moyen est quand même assez faible, c'est-à-dire 60 000 €, évidemment quand on a toutes les entreprises, mais surtout que la médiane est à 20 000. Ça montre bien qu'il y a en fait certaines entreprises qui investissent beaucoup et qui tirent cette moyenne, passer d'une médiane de 20 000 à une moyenne de 60. Et dans les données BPI France, on peut voir des corrélations effectivement entre ces entreprises qui investissent le plus dans l'immatériel et leur comportement d'exportation. Elles sont plus exportatrices. Lorsqu'on leur pose des questions sur la façon dont elles envisagent l'évolution de leur propre marché, elles sont plus optimistes. Elles voient qu'il y a une croissance à venir plus importante. Et puis, il y a un effet accumulateur du fait que quand j'ai breveté ou quand j'ai eu des crédits CIR ou d'autres types d'actions qui sont reliées aux actifs immatériels, et que ça a bien fonctionné, j'investis plus. Donc cet effet accumulateur est ici présent dans ces données-là. Dans l'étude elle-même, slide suivante, on peut voir qu'en fait donc là vous avez, si vous regardez à droite, c'est les courbes lissées de ce que vous avez à gauche. Qu'on est passé donc entre 2000, la courbe bleue, celle du milieu, est passée donc de 40 000 à peu près à 60 000 € pour les entreprises qui investissent dans les actifs incorporels, dans les investissements incorporels. Mais que vous voyez que l'industrie finalement se situe en deçà de l'investissement moyen des entreprises qui sont dans le commerce, ou que les services. Alors les services, ça inclut beaucoup de choses évidemment, mais qui ont débuté autour des années 2000 avec une moyenne aussi qui était à 40 000, elles terminent avec une moyenne qui frôle les 100 000. Donc ça veut dire qu'il y a un potentiel probablement au niveau de l'industrie pour valoriser ces actifs immatériels et encourager les entreprises à investir encore plus. Slide suivante. Si on regarde la part parmi tous les investissements des entreprises, des investissements dans les actifs incorporels par rapport aux actifs corporels et autres, vous voyez aussi que finalement, ça correspond qu'à 6-8% de l'ensemble de ces actifs, de ces investissements dans les actifs. Donc, alors que, par exemple, pour les services, vous voyez que ça prend des proportions beaucoup plus importantes, ce qui est évidemment normal puisque l'activité capitalistique elle-même est moindre dans les services qu'elle ne l'est dans l'industrie, bien évidemment. Mais cette courbe-là, bleue, pour l'industrie, vous voyez, ne croît pas tant que cela. Et donc, ça veut dire qu'on investit dans les immatériels, je dirais, à proportion de ce qu'on investit dans le matériel.
Et ça pourrait peut-être être changé également. Donc ces chiffres moyens, évidemment, couvrent une grande variété de situations sectorielles particulières. Selon que le secteur est concentré ou que la pression en innovation ou en image, la marque, évidemment, est forte, la proportion d'entreprises d'investissement dans l'immatériel croît et le montant moyen d'investissement croît également. 10 secteurs concentrent le plus grand nombre d'entreprises d'investissement dans l'immatériel et celles d'investissement le plus, en moyenne, au-delà de 100 000 euros. Donc, vous vous souvenez, tout à l'heure, la moyenne est à 20 000. Donc là, il y a effectivement des secteurs qui tirent l'économie française sur cet angle. Je vais passer ces slides. Donc, des moyens d'investissement immatériel supérieurs à 150 000 euros. Je vous ai mis ici les secteurs donc, industriels qui sont dans ce cas-là. C'est la fabrication de produits minéraux non métalliques, l'habillement, donc plutôt pour les marques, la métallurgie, l'industrie automobile, l'industrie chimique ou encore l'industrie pharmaceutique. Donc maintenant, si on cherche à examiner le lien entre investissement immatériel et performance économique, la ministre a déjà annoncé quelques-uns des résultats. On est parti en fait d'une revue de littérature et évidemment il est établi que la capacité d'innovation est très liée aux actifs immatériels. On peut quand même se poser la question de la concurrence ou de la contestabilité de cela. On voit que le niveau monte partout dans toutes les économies et que donc il faut continuer à accroître la capacité d'innovation pour vraiment retirer les marrons du feu. Une rente économique peut être générée, c'est-à-dire le capital relationnel. Les clients sont plus enclins à faire confiance, à acheter plus et à acheter avec des marges supérieures pour l'entreprise. Mais ce qu'on voit, c'est que en fait, la question qui est posée, c'est qui se l'approprie finalement cette rente économique qui est générée. Est-ce que ça repart tout de suite aux actionnaires? Est-ce que dans le cas de partenariat avec d'autres entreprises, ce sont les partenaires qui s'approprient? On voit ça dans biotech, par exemple. Ou est-ce que ce sont les salariés qui ont, évidemment, celui qui fait le damage, peut-être, va avoir une rente en termes de salaire ou d'autres avantages que ses collègues n'auront pas. Donc, c'est pas parce qu'il y a création de rente, il faut aussi s'intéresser à savoir qui se l'approprie. Donc, la revue de littérature montre très bien que le capital social, y compris au niveau territorial, les relations commerciales, le capital humain, sont tous liés à la performance économique meilleure des entreprises qui ont ces actifs-là. Et puis, la RSE, la ministre l'a touché un petit peu en parlant d'Olivia Grégoire. Les études aussi montrent que ces actifs immatériels-là créent du sens pour les employés et un certain engagement plus important avec l'entreprise, un certain dévouement parfois, qui font que l'ensemble des parties prenantes liées à l'entreprise tirent un bénéfice. Et notamment, les études montrent que pour que ces bénéfices soient bien visibles, il faut qu'il y ait une capacité supplémentaire qui soit présente, c'est celle d'engager les parties prenantes au projet de l'entreprise afin de compenser les coûts initiaux, et c'est la courbe que vous allez voir juste après, qui est tirée donc de Barnett et Salomon, qui est un article assez célèbre, où vous voyez qu'en fait, en abscisse, vous avez effectivement un impact de RSE, et en ordonnée, vous avez le return on asset, la rentabilité sur les actifs, et vous voyez que c'est cette courbe en U. À partir d'un certain seuil, la capacité de l'entreprise, au cours du temps, a été éprouvée par les parties prenantes, et les rendements deviennent croissants à partir d'un certain seuil. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé les données BPI France, donc pour les entreprises plus petites, et puis sur toutes les entreprises avec l'étude phare de l'INSEE. On a des modèles donc de panel data avec de nombreux contrôles que vous voyez ici, notamment les stocks d'immobilisation que je vais réutiliser juste après. Et puis on contrôle évidemment par les effets de l'industrie, puisque vous avez vu qu'il y a des grandes variations par industrie, de la localisation, de l'année et évidemment de l'entreprise qui capte donc d'autres facteurs qui n'auraient pas été pris par les variables de contrôle. Et ce qu'on voit quand on regarde la croissance du chiffre d'affaires, c'est que l'investissement immatériel est lié de façon claire à en fait un surcroît de vente. Alors vous voyez qu'il y a un point d'inflexion, c'est-à-dire qu'à partir d'un certain seuil, qui est à peu près ici 1 million d'euros, donc ça concerne que vraiment quelques pourcents des entreprises, la croissance du chiffre d'affaires se tasse. Mais donc cet effet est très fort dans tous les modèles que l'on trouve. Maintenant, si on regarde la rentabilité, si on regarde cette courbe-là et qu'on sépare en bleu les entreprises qui ont un stock d'actifs immatériels plus faible, donc en bleu ce sont les plus faibles, donc elles sont en dessous de la médiane, et si on regarde en rouge celles qui sont au-dessus de la médiane, on voit que cette courbe sur la croissance du chiffre d'affaires finalement est plus importante pour celles qui ont un stock plus faible. Ça veut dire tout simplement qu'elles sont en train de récupérer un certain retard, si on veut, ou qu'elles en bénéficient plus, puisqu'elles sont
en croissance elles-mêmes, alors que celles qui sont avec des actifs, un stock très élevé, c'est les entreprises les plus grosses, et par définition, quand vous êtes plus gros, le taux de croissance est plus faible. Vous pouvez maintenir moins facilement ce taux de croissance. Et vous voyez ici, c'est très clairement représenté. Donc, favoriser l'investissement dans les actifs immatériels, c'est permettre à des entreprises de croître plus vite en termes de chiffre d'affaires. Si on regarde par rapport à l'effet sur la rentabilité des actifs, eh bien là, vous voyez, vous retrouvez un peu cette courbe en U qu'on a vue pour la RSE tout à l'heure dans l'étude de Barnett et Salomon. Le diagramme en haut à droite est celui pour les entreprises les plus faibles. Et vous voyez que vous avez une courbe en J. Donc, à partir d'un certain point qui se situe à peu près à 1 million d'euros d'investissement, les rendements deviennent clairement croissants. Pour les entreprises, donc avec l'étude de INSEE, c'est le diagramme du bas, vous voyez qu'il y a plutôt une courbe en U et un seuil qui est un peu plus élevé. Donc, il y a un point d'inflexion à atteindre. Encore une fois, là, on ne mesure qu'une partie des actifs immatériels. Certains des éléments nous échappent, par exemple des charges de formation qui ne seraient pas inclus dans les investissements, mais dans le compte de résultat. Le fait qu'il y ait des coûts induits pour arriver à générer ce résultat supplémentaire. On va voir l'étude sur l'emploi, et vous l'avez entendu tout à l'heure, en fait, les actifs immatériels sont associés aussi à un emploi plus important, donc ce qui est très bien, mais qui génère des coûts, et donc la rentabilité sur les actifs peut être un peu réduite au début. Et puis ce facteur supplémentaire, par exemple la confiance, la capacité d'engagement des parties prenantes, nécessite qu'il y ait de passer ce point d'inflexion en sachant que on reste toujours dans des valeurs positives, hein, puisque vous voyez que les courbes sont toujours supérieures à 0. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais en fait, voilà, l'effet est positif, mais il a une forme en J ou en U. Et quand on regarde, en fait, de la même façon que tout à l'heure, celles qui ont un stock important d'actifs immatériels par rapport aux entreprises qui ont un stock moins important, ben là, on voit que les entreprises avec un stock important, donc la courbe rouge est au-dessus de la courbe bleue, elle est presque plate, en fait. C'est-à-dire que les entreprises avec un stock important, donc qui ont accumulé au cours du temps ces investissements immatériels, souffrent beaucoup moins de cette courbe en U et atteignent beaucoup plus vite en fait l'effet sur la profitabilité croissant, enfin positif et croissant. Voilà, on est à 2% de rentabilité supplémentaire ici, par exemple, pour les entreprises qui ont le stock le plus important. Dans la dernière partie du rapport, on s'est attaché avec une analyse un peu différente, qui n'est pas une analyse de panel, mais une analyse d'appariement, où on cherche à rapprocher donc les entreprises presque jumelles, et en les distinguant entre celles qui ont eu des prêts sans garantie de la BPI, ce qui tend donc à montrer l'aspect immatériel des recettes qu'elles vont avoir, donc des crédits qu'elles vont avoir, de leurs jumelles qui, elles, ne l'ont pas. Donc les entreprises, vous voyez, sont similaires ex ante, avant le fait de recevoir le traitement, si on veut, en statistique, on appelle ça un traitement, qui reçoit donc le prêt BPI France, un prêt sans garantie. Donc elles sont identiques, ces entreprises, sur 17 critères, c'est-à-dire les pentes de performance qu'elles avaient avant, leur taille, leur secteur, l'espace géographique dans lequel elles sont, etc. Puis ensuite, on va regarder et essayer de dire, celles qui ont reçu le prêt BPI, est-ce qu'elles vont générer plus d'emplois à T1, T2, T3 ? On mesure la création d'emplois. Et donc le résultat de cela, c'est qu'on voit qu'en fait, il y a une création d'emplois de plus 6 à plus 7% par an sur 3 ans, c'est-à-dire à peu près, par rapport à la taille moyenne de l'établissement, hein, qui est autour d'une 80 employés pour les sites de production, 5 à 6 nouveaux postes par an en moyenne pour l'établissement moyen observé, par comparaison avec une entreprise la plus similaire possible et qui n'aurait pas investi dans l'immatériel. Donc si on décrit cela par genre, c'est-à-dire homme-femme, on voit que si vous regardez la moyenne, la ligne du bas, donc en moyenne, il y a un tiers de femmes qui sont recrutées en plus et 2 tiers d'hommes en moyenne, et ce qui correspond pour les entreprises en fait industrielles à ce qu'on retrouve en fait en termes de genre, hein. C'est pas 50-50, c'est à peu près un tiers, 2 tiers, donc en fait ça traduit cela. Et puis quand on le sépare en termes de caractéristiques d'emploi ou de catégories d'emploi, eh bien ce sont en moyenne les ouvriers, donc on est à plus 3% pour les ouvriers. Ensuite les professions intermédiaires, plus 1,5%, les employés, plus 1,4%, et les cadres, plus 1%. Donc on voit que c'est générateur d'emplois et que, on va dire,
rapidement que la moitié de ces emplois concernent les ouvriers et 2 tiers, ouvriers plus employés, ensemble. Voilà les résultats de cette étude. Je vous remercie de votre attention.